Bienvenue dans À l'arrache ou quoi, le podcast qui explore la culture agile en entreprise. Je suis Johan Dufour, coach agile chez Equité, et je te propose de plonger dans la culture agile. C'est ta pause pleine d'histoires, d'astuces et de moyens concrets avec des passionnés qui ont du vécu. L'objectif, rendre l'agilité accessible. Ça te donne envie ? Alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de À l'arrache ou quoi. Prépare-toi à découvrir comment transformer le chaos en succès. Et j'espère que tu vas kiffer ton épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À l'arrache ou quoi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet complètement fou et qui va intéresser beaucoup de personnes, qui s'intitule l'agilité et la transversalité en entreprise. Ça se pratique à l'arrache, on aura vraiment de quoi dire. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir avec moi Stéphane Boulinger. C'est ça, j'ai bien dit ton nom de famille, j'ai toujours un doute. Presque, Presque t'as bien lu, c'est Boulinguer. Boulinguer, ah ouais, ok. Bon, Stéphane Boulinguer. Comment ça va Stéphane ? Eh ben écoute, ça va. Merci pour l'invitation. Bah, moi, je suis très content de t'avoir. Les gens ont envie de savoir qui tu es. Est-ce que tu peux parler de toi en 2 minutes, en 27 mots, comme tu le sens? Alors, en 2 minutes 27 mots, j'avais prévu bien plus long, tu sais. Euh, Ok, on fait un truc complet alors. non, mais bon, comme tu l'as dit, je m'appelle Stéphane Boulinguer, je suis lillois, j'ai 46 ans, je suis le papa d'un enfant de 8 ans. Et j'ai effectivement moult expériences différentes dans ma déjà longue carrière. Alors, longue, ça fait combien? Dis-moi, parce que ça, c'est intéressant. Ah, mais ça fait... 27 ans, 37 ans, bientôt la retraite? non, quand même pas, ça fait 25 ans. 25 ans, oui. Tu as dû en voir passer des choses. J'en ai vu, j'ai eu le temps, j'ai connu la période où on blaguait sur l'agilité, par exemple, parce qu'en plus, moi, j'étais du côté de la prod, hein, donc c'était Hmm. ces fous du monde du développement qui voulaient Oui, faire n'importe quoi sur la prod, tu vois. À je l'époque, vois, c'était ça. je vois le genre, je vois tout à fait. Ok, eh ben, en fait, on va démarrer sur la thématique, agilité et transversalité en entreprise. Ça se pratique à l'arrache. Et déjà, pour poser le cadre, qu'est-ce que ça veut dire être transverse pour toi? Ben, pour moi, transverse, c'est agir au-delà de ton périmètre local, tout simplement. Hmm. Donc, au service de tout partie de ta structure, alors structure d'entreprise, hein, la plupart du temps. C'est avoir un effet local et diffus en même temps, en fait. Ok. Donc, ça va être accompagner les collabs, les équipes, mais aussi l'organisation, et avec des effets visibles, parfois jusqu'à nos clients, en fait. Ouais, tu sais, moi, c'est un truc que j'entends depuis le début de ma carrière. Moi, j'ai pas une carrière aussi longue que la tienne, mais ça fait quand même 15 ans. Ça commence à faire un petit paquet d'années. Et je crois que c'est un des premiers mots que j'ai entendu et que je comprenais pas trop. Tu sais, tu sors d'études, on parle pas trop. T'es un techos en plus. Ouais, Pour ceux qui ne savent pas, je suis un ancien techos aussi, donc nécessairement, il y a des affinités qui existent. Mais sur la tech, en tout cas en sortie d'études, on ne dit pas transverse. En fait, on dit bah tu vas produire des trucs et toi tu sors de un peu d'école et on dit ah bah ouais, ok, mais il faut que ce soit transverse. Et cette définition-là, elle est généralement pas claire. En fait, quand ouais. j'avais entendu parler de ce truc-là, c'est bah oui, en gros, ça couvre plusieurs domaines dans une organisation. Après, il y a les thématiques comme DevOps, etc., où bah, voilà, ça s'applique un peu partout. Et il y a aussi la transversalité dans les projets. C'est plutôt ça qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le côté transversalité projet. Donc, c'est-à-dire que oui, on est dans son petit précaré. Et en fait, autour du monde, pardon, existe. Oui, autour de C'est nous, il ça. y a des gens, il y a des équipes qui font des trucs et il y a des aspérités qui existent. C'est ça. On est Voilà. dans un écosystème, en fait. On fait partie Ah, d'un écosystème et d'un tout. Et donc, forcément, ne serait-ce que de par son existence, on influence l'écosystème. exactement, et plus ou moins grand. Alors, en fonction de où est-ce qu'on évolue, c'est plus ou moins élevé. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait des missions dans des structures qui étaient petites et d'autres très grandes. Et Mhm. nécessairement, la transversalité n'a pas du tout la même valeur, en fait, à ce moment-là, forcément. Et dans les grandes entreprises, c'est peut-être là, en fait, où on va aussi se poser la question, parce qu'en entreprise, si vous êtes dans une startup avec 10 personnes, c'est peut-être un peu moins complexe que dans une structure où vous allez être 5000. C'est vraiment différent. C'est Donc, ça. ouais, la compatibilité avec l'agilité, la culture agile de manière assez large, qu'est-ce que ça symbolise pour toi? Est-ce que c'est Bah, simple déjà?
Ouais, pour moi, ça a du sens, ça va ensemble, c'est plus que compatible avec l'agilité, la culture agile, parce que c'est toujours le même principe, on va chercher entre autres de réduire les écueils, les obstacles des Mm. équipes locales, en construisant des solutions à nos problèmes communs. Souvent, en fait, quand on agit en transverse, on agit par similarité avec les autres équipes. Oui, On sait que l'équipe voisine a à peu près la même problématique, bah, en fait, on va travailler ensemble pour avoir une démarche commune et pour éviter de gaspiller de l'énergie. Aussi, ça va permettre d'avoir des pratiques communes, d'avoir un langage commun, une culture commune. Et entre autres, ça permet de soigner un des maux actuels qui est le silotage des équipes. oui, Donc, c'est exactement. c'est ce qu'on va essayer de guérir. Tu sais, très naturellement, c'est le premier truc qui me vient en tête, hein, c'est le côté silotage. Et on se dit, oui, on est siloté, on reste sur notre propre périmètre, on a du mal à prendre conscience que on a des impacts et en fait, on subit des impacts et Mhm. on a aussi un impact. Et comment est-ce qu'on se situe, nous, dans un écosystème? Cette prise de conscience-là, elle est super importante. Et ouais, l'agilité. En fait, moi, je suis très, très proche des quatre valeurs du cœur de l'agilité et tu as l'aspect collaboration qui est essentiel. Et de se dire, est-ce qu'on collabore uniquement au sein de notre équipe ou est-ce qu'on collabore suffisamment bien au sein d'un écosystème qui est plus ou moins grand? C'est une vraie question et une vraie prise de conscience. Et je m'étais, enfin, j'avais noté dans la question, c'est aussi quels sont les moyens, toi, que tu as en tête, par exemple, pour justement faciliter cette collaboration, pour faire que cette transversalité, finalement, ça ne soit pas un point de blocage sur la livraison de valeur, hein, parce qu'on en parlait tout à l'heure, hein, bah oui, on est là pour livrer de la valeur, et quand on est coincé, alors coincé, le terme est peut-être un peu dur. En tout cas, quand on est serré dans un écosystème entre plein de périmètres, qu'est-ce qu'on peut mettre en place finalement pour fluidifier notre manière de fonctionner en transverse? Ouais, enfin, en fait, c'est ce que tu disais. C'est d'abord une prise de conscience où, en fait, on va se rendre compte que c'est du gagnant-gagnant de fonctionner Mhm. comme ça. Parce qu'en fait, ça va être un moyen de diffuser, de faire se diffuser autant nos méthodes que nos postures, nos façons de penser, ce qui contribue à la transfo de l'entreprise. Donc, c'est bon pour l'entreprise. Mais ça nous simplifie aussi la vie au quotidien parce que, en fait, Mhm. on va parler le même langage que l'équipe d'à côté. Et ce qui est fait en général, c'est qu'on va commencer à se rassembler sur des problématiques communes, des thématiques communes. Et c'est là qu'on va commencer à voir apparaître des notions de communauté, des Oui, communautés de pratique, des gens qui vont se regrouper tout bêtement en fait et qui vont lever la tête du guidon pendant quelques instants et s'autoriser à partager avec l'équipe d'à côté. Donc c'est un des plus gros conseils, c'est parlez-vous. ouais, bah la communication, hein, un essentiel quand même. Communication, et puis dedans, il y a aussi l'écoute active, comprendre un petit peu ce qui se passe à C'est ça. côté pour mieux s'améliorer, pour mieux communiquer aussi avec l'équipe d'à côté ou les équipes qui sont autour de nous. Ouais, c'est quand même une des bases. Et dans les grandes entreprises, quels sont les points de blocage que tu as pu voir, constater, qui font que, en fait, ce côté-là, en fait, cette manière de communiquer, elle fonctionne pas très bien ou en tout cas, on sent qu'il y a de la latence. Oui, bah en fait, t'en as déjà de par la taille de l'écosystème en lui-même, hein. Le message met plus de temps à parcourir les différentes strates ou couches ou équipes, tout simplement. Alors, j'aurais pas la prétention de faire une liste exhaustive de tous les pièges dans lesquels on peut tomber, parce Il que y en a beaucoup. et puis c'est justement un apprentissage de tous les jours, hein. C'est C'est comme ça. ça qu'on avance. Moi, je dirais qu'un des plus gros pièges, c'est la ligne managériale, en fait, la structure encadrante soit convaincue, embarquée dans la démarche, Ouais. qu'on soit pas dans l'injonction du transformez-vous et qu'on soit pas non plus dans une initiative juste locale d'une équipe de trublions révolutionnaires qui a envie de Hmm. travailler autrement. Il Ouais. faut que globalement le message soit admis, partagé et animé par l'ensemble de la structure, quoi. Tu sais, c'est un truc super marrant. On finit, enfin, en tout cas, sur beaucoup des épisodes que j'ai enregistrés, on finit toujours par parler de management. Tu sais, Euh, mais c'est vraiment fou. Et en même temps, oui, la question du management, de la cooptation, de la compréhension de comment est-ce qu'on fonctionne sur de l'agilité terrain, ou enfin d'équipe, ou sur de l'agilité transverse, bah, la question, elle reste la même. C'est si on n'a pas de fédération et s'il n'y a pas de conviction côté management, on sera toujours en train de galérer. Parce qu'il y a un manque de compréhension, il y a peut-être de la résistance au changement, il y a ce genre de choses-là Il y en finalement aura. qui viennent. Ouais, ça impacte de fou. Tant qu'on n'a pas ce côté un peu fluidification
par la compréhension du management, ouais, on sera toujours en train de ramer et de galérer. C'est ça, C'est une c'est ça. évidence, hein. C'est autant une question de culture, d'envie, que de moyens investis dans la réussite de la démarche, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et quand on parle d'agilité à l'échelle, est-ce que pour toi, c'est une réponse ou est-ce que c'est galvaudé par rapport à cette agilité transverse? Finalement, quel est le lien? Parce qu'on parle beaucoup d'agilité à l'échelle, en tout cas sur l'écosystème agile, on va dire, pour parler de manière générique. En tout cas, voilà, les agilistes parlent d'agilité à l'échelle. Ouais, c'est Finalement, un petit. c'est comment est-ce qu'on interface l'agilité transverse dans tout ça? Est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce que c'est différent? Mais c'est effectivement un sujet qui est un peu à la mode, mais parce qu'en fait, on a goûté à l'agilité, à ce que ça nous permet en termes de fluidification, tout simplement, des flux, des échanges Mhm. et des contributions. Bah, en fait, on a envie que toute la structure s'y mette, parce qu'en Oui, fait, c'est beaucoup plus simple. Donc, il y a l'envie du terrain, et puis on sait que ça marche. On a des exemples d'entreprises, alors certes, certainement de plus petite taille, c'est souvent des choses qui sont amenées par des entreprises qui étaient des startups d'abord ouais, parce que c'est plus simple en fait à petite échelle, mais c'est toujours justement une mise à l'échelle. Alors on perd un peu du sens, je pense que on est biaisé par la traduction française de mise à l'échelle, où du coup on va imaginer un truc un peu poupée russe, et c'est pas du tout oui, ça, parce qu'on va pas recopier la même chose. Ça vient du scale, le scale c'est aussi, c'est étendre en fait. C'est oui. pas juste refaire la même chose à l'étage du dessus. Et pour pas se tromper là-dedans, bah en fait ce que j'ai tendance à appuyer et à marteler régulièrement, c'est qu'il faut toujours revenir au sens et au pourquoi on veut cette mise à l'échelle, pourquoi on veut le faire à l'étage du dessus, Mhm. qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on espère faciliter en faisant ça, qu'est-ce que ça va nous apporter. Et puis à partir de là, là on pourra se dire, il paraît que sur le marché il y a des frameworks qui font ça. Maintenant que je me suis bien posé la question, est-ce qu'il y en a un qui correspond à ce que j'ai envie de faire et ce dont j'ai besoin? Ouais, tu sais, tu as les questions qu'on se pose justement pour se dire est-ce que l'agilité est adaptée dans une équipe sur un périmètre qui est assez micro au final. Se reposer des questions sur une échelle, enfin une échelle, je veux plus parler d'échelle en fait, c'est plutôt au niveau transverse, tu vois, c'est Mm. ça le truc. Se poser des questions, c'est bien. Par contre, enfin, moi, je l'ai déjà vu et bon, j'ai déjà eu pas mal de discussions avec des gens intéressants autour de ça, de se dire, de faire une réplication, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, d'un certain nombre d'artefacts et de moyens agiles plus haut, bah, ça marche Ouais. pas bien parce qu'en fait, c'est pas du tout adapté au Ah final. non? Et c'est là où il y a une vraie réflexion et une prise de recul. Moi, ce que j'aime bien en tout cas, c'est plutôt issu de Scrum, mais peu importe d'où ça vient, c'est le côté introspection, d'être capable de prendre suffisamment de recul, de se dire, OK, je sors un petit peu de mon corps, entre guillemets, et je regarde comment est-ce qu'on fonctionne et je réadapte. Et après, voilà, il y a le côté adaptation qui est super important. Donc ouais, Ouais, c'est ça. remonter les moyens, c'est pas ouf, mais adapter, C'est c'est ça. une Comme bonne tu le dis, c'est situation. pas parce que nos équipes font du Scrum qu'on va mettre un super Scrum Master, un super PO par-dessus et que ça Ouais. va devenir à l'échelle. Mais ça, C'est c'est pas ultra à comme la ça que ça mode, hein. marche. Super PO, Scrum of Ouais. Scrum, etc., etc. Au final, est-ce que ça peut marcher dans notre entreprise? Ben, peut-être pas. Quand tu me C'est parlais ça. de copie, moi, ça me fait penser au cargo culte. C'est exactement ça. On est clairement dedans. C'est effectivement se poser la question de ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher, ça peut ne pas être la bonne réponse. Et en fait, si on embarque les équipes dans cette réflexion-là, bah, on gagne déjà beaucoup de temps sur la conduite du changement parce qu'on n'a plus besoin de les convaincre et de les embarquer. Elles sont déjà embarquées en amont dans cette Oui, réflexion. Et puis aussi, ça permet de se rappeler que la finalité, c'est pas de mettre en place un framework, mais c'est que le oui. framework contribue à améliorer notre situation, améliorer notre ROI et répondre à nos besoins en fait. Bah, c'est bien, ça me permet d'enchaîner sur la prochaine question, qui est une question, la question à 10 millions d'euros. La Et question qu'est-ce que qui gratte. tu... Ouais, c'est ça, la question qui fâche en vrai, c'est ça le truc. T'en penses quoi, toi, des frameworks à l'échelle? Et ce qui est cool, c'est que je ne cite pas de framework à l'échelle. En effet, parce qu'il y en a plein. Il Il y y en en a a un qui, quand même qui ressort plus que il y les en a un autres. qui ressort souvent comme étant la victime facile aussi. C'est ça, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je dirais tout d'abord qu'ils ont le mérite d'exister, proposer des solutions à des problématiques communes, ou alors qu'on a standardisé au moins. Mais comme dit précédemment, bah, c'est pas une recette magique. En fait, il suffit pas de l'appliquer pour que d'un seul coup on fasse de l'agilité à l'échelle. Et il faut avoir d'abord une vision, voir ce qu'on veut faire. Et une fois qu'on le met en place, bah, on s'autorise à l'expérimenter, le critiquer, le challenger, voire des fois un peu le casser pour répondre à notre besoin. Alors, l'avantage de ces frameworks, on va dire, du marché, c'est qu'ils ont aussi le mérite de rassurer les commanditaires, qui Oui, des fois sont pas trop
impliqués au niveau du terrain sur les implications que ça peut avoir, mais ils savent que ça existe, que ça a marché dans d'autres boîtes. Ça a pu biaiser aussi leurs décisions parfois, hein, s'ils nous en imposent un, mais au moins on gagne aussi cette confiance-là. Par contre, quand je disais faut s'autoriser à aller le percuter finalement le framework, je suis conscient que, comme tu le disais, on va gratter très fort certains puristes et ouais, très régulièrement, pour avoir suivi par exemple les certifications Scrum, on entend très bien que si on ne fait pas ce qui est dans le Scrum Guide, on ne fait pas du Scrum. Si on Oui, commence à changer des trucs de Scrum, on fait pas du Scrum. Par contre, ça veut pas dire qu'on n'est pas agile. je suis parfaitement en phase avec toi. C'est des guidelines que tu peux aller recycler, réadapter, réinterpréter. C'est Et ça. sur l'agilité à l'échelle, parce que là, du coup, c'est bien vendu comme ça, hein, comme, enfin, traduit de manière assez grossière, on va dire. Moi, quelque chose que j'avais constaté, que j'ai moi-même vécu en réalité, c'est, tu sais, l'appréhension du schéma. On va tout de suite dire les mots qui fâchent, hein, de safe. Et moi, la première appréhension, ça a été, waouh, mais on est en train de se dire qu'on a trop de process dans l'organisation au global. Et là, en fait, on a une cartographie qui rajoute des process. Est-ce que c'est ça être agile? C'est une bonne grande question. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas générer de la frustration? Est-ce que ça va pas faire plus de résistance, pardon, au changement que ce qu'on avait avant? Moi, c'était ces genres de constats-là que j'ai réalisé. Par contre, là où je suis parfaitement en phase avec toi, c'est-à-dire il y a plein de trucs intéressants dans Safe et dans d'autres Mm, frameworks, hein, que ce soit à l'échelle ou pas, pour se dire, OK, dans mon organisation, ça, par contre, ça a du sens parce qu'on a telle problématique qu'on a envie de résorber et tel moyen c'est ça. est parfaitement adapté. Par contre, un ensemble de moyens, surtout qu'il y a une volumétrie qui est assez fat, hein, sur les frameworks à l'échelle avec des rituels, etc. Enfin, plein de trucs, des rôles qui sont parfois imbuvables, aller faire un copier-coller. Oui, Même globalement, tu peux faire le constat aussi sur du Scrum, hein. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de personnes sur Scrum, justement, et en leur posant une question très innocente, c'est est-ce que tu as déjà vu du vrai Scrum, en fait, appliqué à la lettre, avec tous les principes, etc. Et très peu de personnes, il y en a hein, quand même, mais très peu de personnes ont dit oui, à 100%, oui. Et en fait, on a le même constat sur du framework à l'échelle, où appliqué à 100%, ça veut dire que ton organisation est totalement compatible. Réajuster, réadapter, ouais, c'est la clé, hein, en réalité. oui, oui, oui. Ouais, j'aimais bien rappeler à mes équipes justement quand on était dans cette phase un peu de transformation, d'appropriation de l'agilité, du DevOps, tout ça, j'aimais bien leur rappeler très souvent que, par exemple, si on s'obstinait à essayer d'appliquer le modèle Spotify, par exemple, qui a été à la mode il y a quelques années, bah en Mhm. fait, on avait de gros risques de finir par vendre de la musique en streaming plutôt que du voyage. Parce que chez nous, on vend Mais du oui, voyage. mais t'as aussi, mais t'as raison, entre la stratégie d'entreprise, ta nature et le business que tu fais. Entre vendre, je sais pas, des slips low cost ou vendre, je sais pas, des voyages à l'international, bah, tu veux pas du tout la même cam. Ça n'a Ah non. rien à voir. Et nécessairement, bah ça a un impact sur la culture d'entreprise. Ta culture d'entreprise est plus ou moins libérée, plus ou moins ouverte au changement, plus ou moins processée aussi. Ça, c'est important. Enfin, moi qui ai beaucoup évolué dans le retail, qui ai fait aussi un peu de télécom, et etc. Enfin, voilà, j'ai fait un peu d'indus aussi. Ton niveau de process, il a rien à voir. Et même, en fait, justement, cette sensibilité au process est totalement différente d'un domaine à un autre. Quand tu vas aller dans du secteur banque, assurance mutuelle, les process, ça fait partie de la culture d'entreprise. Et c'est normal, en Mhm. fait, parce que on joue avec de l'argent des gens. On propose aussi Et avec la des loi comptes aussi. avec la loi, des contrats, il y a du juridique. Enfin, c'est des choses qui sont quand même très structurées, très cadrées. Enfin, si on arrive en mode freestyle, nécessairement, la compatibilité avec la culture, elle est quand même assez faible. Par contre, sur du retail, c'est peut-être, je vais pas dire YOLO parce que ce serait un peu, un peu, c'est pas le bon terme. Mais en tout cas, il y a plus de liberté, plus de souplesse. On peut peut-être plus expérimenter des choses. Donc, aller tester des cadres de travail à l'échelle ou pas, Ouais. c'est des choses qui sont peut-être un peu plus simples. Après, on reste quand même en adhérence avec la stratégie de l'entreprise. Pour revenir sur l'histoire de l'organisation, parce que c'est quelque chose que tu vis aussi régulièrement, est-ce que toi, tu as des astuces ou des conseils pour faire vivre l'agilité à ce niveau d'organisation, donc c'est-à-dire au-delà de l'aspect agilité d'équipe? Vraiment, je suis dans une organisation, sur une cellule transverse, dans un projet qui touche beaucoup de monde dans mon entreprise. Est-ce que tu as des tuyaux, des conseils ou voilà, des choses que tu as envie d'amener?
Ouais, en fait, pour faire la liaison avec ce qu'on vient de dire, je voudrais aussi rappeler quelques basiques. C'est qu'il faut pas confondre le moment où on va appliquer strictement une méthode, le temps que les équipes l'intègrent, avant même qu'elles en soient convaincues parfois, parce qu'en gros, faut goûter pour dire j'aime pas. Mais- Et, et une fois qu'elle est transformée, avec ce qui s'apparente ensuite à l'amélioration continue de notre organisation, de notre fonctionnement, et qu'on s'autorise ensuite dans le contexte. Et c'est là souvent où cette partie implicite du dialogue vient percuter les puristes, parce que en fait, c'est deux temporalités différentes. Hmm. Et ça, parfois, on l'oublie. Moi, ce que j'aurais comme conseil, avant tout, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parlez-vous déjà en interne, à tous les étages de votre entreprise, mais partagez, échangez avec les communautés externes aussi. Venez à l'Agilil, allez dans les meet-up, confrontez vos problématiques, contribuez à celles des autres. C'est comme ça que vous allez vous alimenter de plusieurs cas d'usage, de plusieurs situations. Ça vous transformera, ça vous apprendra à vous adapter à vos situations. Quelque part, ça va permettre d'asseoir aussi votre légitimité dans le fait de porter certaines transformations. Et en fait, la base qui transpire un peu de ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est soyez pas dogmatique. Et Hmm. restez ouvert et critique. Et puis après, surtout, oubliez pas de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Oui, je pense que ça c'est essentiel. Et le côté collaboration, tu sais, ça c'est pareil, hein, quand tu parles de partage et d'échange avec d'autres structures, d'autres personnes qui évoluent dans des environnements pardon, qui sont différents, c'est aussi de la collaboration. En fait, s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, c'est pas nécessairement dire ah ouais, c'est cool, génial, on va faire ça parce que ça marche là-bas. C'est de se dire ah ouais, par contre, ça génère suffisamment d'idées et ça permet aussi de sortir de son propre périmètre. On a parfois tendance à s'auto-digérer, mais ça, c'est Mhm. aussi de l'amélioration continue. Il y a des équipes qui marchent super bien, on dit ouais, elles marchent super bien. En fait, tu peux même avoir des organisations qui marchent très très bien, hein. Agilité, transverse ou pas. Mais marcher super bien, est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter de faire mieux? En fait, c'est cette question-là. Et Non, pas du tout. Puis, faut éviter le syndrome du champion aussi. Parce que hmm, l'équipe qui marche super bien, où ces éléments fonctionnent super bien, mais ils fonctionnent super bien ensemble dans ce contexte-là, on va les prendre, on va les changer d'entreprise, de domaine de métier, et ouais. peut-être que ça va carrément capoter. Tu sais, c'est une histoire Euh, d'individu, tu sais, pour revenir vraiment sur le manifeste agile, individu et interaction, là, on est en plein dedans, hein. c'est Le clairement ça. côté un individu qui marche bien dans une équipe, c'est aussi parce qu'il y a d'autres individus qui sont compatibles. En fait, tu le fous dans une autre équipe, si ça tombe, ça va être C'est le ça. chaos total. Parce que mode de fonctionnement, parce que personnalité, parce que pour plein de raisons. Et ça, c'est extrêmement important de le préciser. Mais finalement, alors là, en plus, ce sera une petite dédicace à mon product designer préféré, Mehdi. Est-ce que c'est du bon sens? Alors moi, je parle plus trop de bon sens, mais je parle plutôt de la capacité à être rationnel. Quand tu parlais de communication et dire bordel, parlez-vous, est-ce que c'est pas se dire bah en fait là notre communication elle est pas dingue. Le premier truc à faire c'est d'aller voir les gens, et de discuter et après peut-être de poser des moyens qui restent adaptés et qui sont adaptables en fait aussi en fonction des gens. C'est Oui, oui, est-ce que c'est pas oui. une histoire de soyons rationnels une fois pour toutes? Mais c'est un peu ça, c'est en fait ce que disait François Dupuis. En fait, une fois que tu as compris le contexte, finalement, les solutions, elles deviennent simples, elles paraissent évidentes. Et Hmm. c'est là où on a effectivement la sensation que c'est du bon sens. Mais c'est parce qu'en fait, le travail hyper important avant, c'est de comprendre et de comprendre les problématiques, le Oui. contexte et ce vers quoi on veut aller. C'est là où j'insiste très régulièrement sur le fait qu'il faut comprendre le sens, il faut avoir une vision claire pour permettre d'aller dans le bon sens, justement, en fait. Tu sais, après, c'est une histoire de temps, hein. Tu sais, quand tu parlais de l'agilité à l'échelle, qu'on va les poser de manière assez automatique, mécanique. Là, Oui. ce truc-là, c'est. Alors, les entreprises n'ont pas le temps, donc du coup, ils vont opter pour une solution Clé en au main. niveau de l'organisation clé en main. Et finalement, ils vont perdre autant de temps parce que ça va pas marcher. Alors que s'ils avaient discuté avec les bonnes personnes et s'ils avaient pris de recul, ils auraient peut-être gagné du temps. C'est une histoire d'investissement. Et en fait, c'est exactement comme un humain qui fait une introspection, quelqu'un qui fait de la merde toute sa vie. À un moment donné, s'il se pose pas la question pourquoi est-ce qu'il fait de la merde, bah, il continuera à faire Ah n'importe oui, quoi. C'est exactement ça, c'est une introspection d'entreprise. Donc, faites de l'introspection, les entreprises, c'est important. c'est ça. Un autre truc aussi qui est extrêmement lié sur cette histoire de culture agile, transversalité, agile transverse, peu importe comment est-ce qu'on le nomme, on va arrêter de dire à l'échelle, hein, parce que ça n'a pas beaucoup de sens, on l'a vu.
Est-ce que tu es convaincu par le mode sandwich? Et ça, c'est un terme que j'aime bien, c'est dire la direction, elle a une sensibilité à l'agilité plus ou moins forte. On a des équipes qui l'ont expérimenté, qui l'ont vécu, ou alors qui sont complètement rodées. Et en fait, on arrive à avoir une diffusion. Et l'impact, c'est aussi de se dire, là, on crée une agilité transverse par rapport à la vision haute, la vision terrain. Et tout ça, finalement, ça fait une forme je vais pas dire une osmose, parce que ce serait pareil, c'est pas le bon terme. En tout cas, ça prend parce que tout le monde est convaincu, que ce soit sur l'action dirigeante ou sur les opérationnels. Ouais, c'est ça. On contribue à l'effort commun, pour revenir sur le sandwich, à la recette commune. En plus, les midis, c'est dangereux de parler de sandwich. Ouais, parce que là, c'est pareil pour nos éditeurs, il est midi, on n'a pas encore mangé, donc forcément, Ouais, c'est ça. c'est non, Moi, non. j'ai pensé salade tomate oignon, du coup, et ça allait pas. Mais Ouais, l'agilité à l'échelle du kebab. En voilà. fait, c'est ça le truc. Ok, et ouais, donc le mode sandwich, c'est quelque chose qui peut. Enfin, moi, je suis convaincu. Et il y a quelque chose d'autre aussi, c'est la layout Conway. Pour rappel, la layout Ouais. Conway, c'est alors, votre mode de communication a un impact sur la structure de vos organisations. C'est-à-dire, Ouais, ok, c'est que si vous... en Là, général, le ESI est à l'image de la manière dont les équipes travaillent et interagissent entre elles, en fait. Et ça, on le voit surtout sur les projets justement où on dit il faut transformer le legacy, et on voit la lourdeur de transformer ce legacy, cet énorme mm, legacy, cette dette technique, ben, parce qu'en fait, l'entreprise elle-même fonctionne à l'image de ce legacy, et donc il y a ouais. toute une culture, une transformation à appliquer globalement à l'organisation pour réussir à transformer ce fameux legacy, par exemple. Alors moi, elle me parle énormément parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises. Par contre, j'ai arrêté de l'utiliser, justement, cette illustration de la loi de Conway dans mes discours, parce que bah, souvent la réaction en face, c'est OK, mais so what? C'est assez déceptif Ah, quand on en qu'est-ce parle. qu'on fait, c'est ça? Ouais, c'est Tu ça. proposes-moi une solution C'est ça. et d'accord. Ok. C'est parce que souvent, effectivement, quand on en parle, bah, ça met en lumière la situation. Les gens se disent, ah bah oui, tiens, en effet, mais on n'a pas la mise en mouvement derrière. Et c'est ça qu'on attend réellement. Et je pense que justement, on est dans le registre de la loi beaucoup trop conceptuelle pour que les gens, même concernés, se projettent dans ce qu'ils peuvent faire. Ouais. C'est une loi qui permet de constater, mais oui, j'ai arrêté de l'employer parce que ça servait justement à illustrer réellement une situation, mais finalement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est OK, maintenant, mais qu'est-ce qu'on en fait? Oui, je suis d'accord. Et puis, pareil, en fonction du niveau et du nombre de personnes, en fait, l'interprétation est différente. Tu as une structure avec 20 personnes, c'est pas pareil que 5000. En fait, C'est ta loi ça, de Conway, nécessairement, elle sera là, parce qu'il y a 5000 personnes à faire communiquer. Pareil, il y a un autre truc, c'est la loi de Brooks. Donc, 5000 personnes, si tu le mets sur le schéma de la loi de Brooks, ça te fait un plat de spaghettis Mhm. imbuvable. Par contre, je pense que c'est aussi, ouais, c'est plutôt de la prise de conscience. Ouais, c'est ce que C'est tu dis. ça, c'est ça, C'est dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable d'aller réorganiser? Et c'est ça. là, ouais, c'est de la prise de conscience. C'est de la prise de conscience et ça va demander un courage derrière parce que c'est quand même une mise en mouvement. C'est un énorme pas de côté, c'est un pivot en fait qu'il faut faire. C'est pas simplement une fois qu'on a pris conscience de ça, on va faire une réorg de chaise musicale de chef et puis on aura corrigé la salade. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus structurant. C'est dans le cœur même de l'organisation que ça se passe. Tu vois, ça me fait penser à un truc que j'avais pas noté au global, mais c'est aussi intéressant, c'est le côté. Moi, je vois le traumatisme dans les entreprises des réorgs successives. Tu vois, on réorganise, ça marche pas bien, on réorganise, ça marche pas bien. Qu'est-ce que tu penses de ça, en fait, à un moment? C'est quoi l'impact et c'est quoi aussi l'impact pour la culture agile et l'agilité transverse? En fait, si c'est bien amené dans le sens justement de l'histoire, la réorg souvent est nécessaire et même elle est évidente. Effectivement, par contre, les entreprises, on va avoir réorg sur réorg parce que on aura un codir beaucoup trop impatient qui va vouloir voir les Hmm. effets immédiats. Alors qu'une réorg, parfois, c'est tellement structurant que c'est une transformation des fonctionnements et ça prend du temps, c'est ça, c'est se donner le temps de voir les effets. Là, le risque, c'est effectivement d'enchaîner réorg sur réorg, alors que la précédente, elle est toujours pas acquise, elle est toujours pas Hmm. en place réellement. On va les réorganiser parce qu'en fait, on n'a toujours pas les effets attendus. Et là, Oui. c'est assez catastrophique, ne serait-ce que pour la sécurité psychologique des équipes. En fait, Hmm. tu essayes de faire ton travail, mais finalement, tu sais pas si la semaine prochaine,
tu devras toujours faire le même travail et pour la même équipe, ça peut être très perturbant, en fait, au quotidien. Après, tu as une lassitude, hein. Moi, je l'ai vécu quand j'étais stagiaire, donc t'imagines. Et en fait, un des trucs qui m'avait vraiment profondément marqué, c'est ah bah tiens, on aura une nouvelle organisation, une nouvelle direction, on va subir une réorg. Et tu dis, ok, mais c'est quoi? Enfin, moi, j'étais stagiaire, donc autant dire, ça durait 3 mois, et après, j'allais être en vacances comme un étudiant sympa qui a envie juste d'être en vacances l'été. Et, et je voulais comprendre un petit peu ce qui se passait. Et il y avait une lassitude de, ouais, mais de toute façon, ça change jamais rien. Et en fait, tous les 2 ans, il y a une réorganisation parce qu'il y avait un jeu politique. Et au final, C'est ça, en fait, ça les empêchait pas de produire. C'est ça qui était ouf. Ils c'est savaient ça. juste qu'il y avait des changements en termes de management qui allaient s'opérer, qui allaient être plus ou moins impactants pour eux. Mais eux, ils continuaient à réaliser des choses. Ils avaient leur routine, leur manière de faire. Ça marchait bien. C'était juste chiant parce que sur leur entretien annuel, ils savaient pas à quelle sauce ils allaient se faire manger. Mais après, on est sur C'est d'autres ça, puis d'autres après, tu sais histoires. même plus à qui reporter, parce qu'en fait, Hmm. au-dessus, ça bouge tout le temps, et au bout d'un moment, tu sais plus qui est ton chef, qui est le chef de qui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas justement cette réorg de chaise musicale, et c'est celle-là qui est lassante, parce que finalement, c'est Hmm. des jeux politiques qui se passent au-dessus, qui sont finalement assez loin de la réalité du terrain des acteurs, et c'est celle-là qui lasse, parce que effectivement, bah, on a changé 3 fois de chef cette année, et finalement, on n'a pas vu la différence, on n'a pas compris ce qui s'est passé vraiment. Par contre, ça ajoute du bruit. Ouais. Et ça vient impacter quand même ton quotidien, parce que ne serait-ce que animer les discussions autour de la machine à café. Donc Oui. on va monopoliser l'esprit des collabs sur ce sujet-là, finalement, qui leur apporte pas grand-chose, alors que la machine à café, c'est hyper intéressant pour être créatif, et c'est là qu'on trouve certainement les meilleures idées parfois, Ouais. Et là puis, ou au bar après, mais ça, c'est encore autre chose. Mais oui, t'as raison. Et pareil, je pense que c'est aussi, ça peut faciliter le silotage. OK, il y a un changement, du coup, il y a un autre manager. Le manager veut pas, en fait, communiquer par rapport à tel truc. Toi, nécessairement, ton équipe doit s'aligner, mais en fait, t'as plus accès pour X ou Y raison. Ça peut être bloquant. Ou alors l'inverse, en disant, bah, peut-être que ce serait bien, en fait, de synchroniser avec telle et telle cellule, telle et telle équipe transverse ou pas transverse. Mais dans tous les cas, tu as l'histoire de l'instabilité. Et ça marche pour une réorg, qu'elle soit politique, changement de tête dirigeante, ou une transformation. En fait, on va dire, on va transformer l'entreprise, ok. Et ça marche. Ouais, ça, c'est aussi une autre histoire. On veut transformer, ça passe par l'agilité à l'échelle, ça passe par l'agilité transverse, d'accord. Et en fait, au bout d'un an, on fait, ouais, mais ça marche pas bien, on n'a pas de résultat. Ouais, mais la culture d'entreprise, en fait, se transforme pas en un an, elle se transforme même pas en 3 ans, elle se transforme en plus que ça. Donc, ouais, tu peux pas t'attendre à avoir du résultat au bout de 2 ans, un an. C'est complètement illusoire. Et ça, ouais, ça, par contre, je l'ai vu plein de fois. La transfo agile, c'est de la merde. Bah, alors, c'est de la merde parce que, en gros, tu peux pas t'attendre à avoir le résultat immédiat. Il faut du temps pour que ça se passe et c'est en normal. fait, il faut se demander, et ça fait partie des choses importantes d'une transfo, il faut se demander quel est ce résultat qu'on attend et voir cette granularité de résultat et du coup à quel moment on peut l'attendre. Parce qu'en fait, on peut mesurer la progression de cette transfo sur plein d'autres aspects, peut-être plus terre à terre, plus quotidien et à plus petite échelle, Mhm. que ce qui est réellement, effectivement, finalement attendu du codir, qui est de gagner 3 jours de TTM, quoi, par Oui, exemple. exactement. Exactement. J'avais noté un autre truc aussi. Moi, j'aime bien la démarche KISS, Keep it Simple Stupid, dans des Oui. organisations où justement il y a une nécessité de se synchroniser, d'avoir de l'agilité transverse. Est-ce que c'est des choses qui peuvent marcher en fait, de se dire ok, on arrête de se prendre le chou et on essaie d'être plus simple. C'est ça, on essaye un peu de corriger le défaut de l'ingénieur, hein, qui est justement de pondre des solutions complexes à chaque fois pour des problèmes simples. Et l'idée, c'est effectivement, et c'est un peu la base de ce qu'on va te promettre dans l'agilité avec cette histoire de développement itératif, c'est finalement, bah, c'est quoi ton besoin? Et on va y répondre à peu près pour l'instant, mais avec quelque chose qui s'en approche. Et puis ça, on va l'améliorer petit à petit. Enfin, en fait, c'est appliquer ce qu'on applique à notre produit, Mhm. à nous-mêmes et à nos équipes, quoi. Exactement. Un de mes sujets que j'aime bien en ce moment, et je pense que ce sera un des derniers gros sujets à propos des OKR. Ouais. Est-ce que les OKR, c'est pas aussi une démarche qui peut aider à faire prendre conscience qu'il y a des choses à améliorer, l'agilité transverse, ça peut marcher. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, effectivement, c'est la démarche OKR, quand elle est correctement mise en place, elle permet d'orchestrer la structure complète sur la même partition.
même si tu vas autoriser des mesures d'improvisation de temps en temps. T'es sur une partition de jazz, on va dire plutôt. Et, euh, et l'idée, ça reste quand même de rappeler à tout le monde le sens, la vision, comment on pense pouvoir l'atteindre et s'en rapprocher. Et ensuite, bah, chaque équipe va décliner ce que ça signifie pour elle, donc à son échelle locale, et comment elle va mesurer son avancement. Et quelque part, elle va dessiner son plan de vol qu'elle va suivre. Elle va le réajuster au fur et à mesure, parce que il y a mauvais temps par là-bas, cet aéroport là est fermé. Et puis finalement, on va toujours s'assurer quand même qu'on continue à viser globalement tous la même cible, cette fameuse vision, et qu'on avance pour s'en rapprocher. Et, Ouais, et en fait, en ayant cette démarche commune à appliquer à toutes les équipes, bah, finalement, la tour de contrôle qui est ton codir, qui est ta direction, qui est ta couche de manager, bah, elle aura des éléments facilement assimilables et compréhensibles qui vont s'imbriquer entre eux pour s'assurer justement que bah, toutes les équipes avancent dans la même direction. Donc effectivement, ça a énormément de sens et c'est pour ça, je pense qu'on en parle de plus en plus dans les communautés, dans les meet-up et les différents salons agiles. ouais, moi je suis convaincu hein, déjà par la démarche et par ce côté. Ouais, en fait, on transcende un peu le truc. Déjà, c'est une manière d'aller éviter le silotage, déjà de base. Ouais, Parce que ta stratégie, en fait, elle est claire pour tout le monde. On fait des OKR c'est ça. stratégiques et ensuite on décline en OKR tactiques en fonction des domaines. Et quand il y a des aspérités qui sont plus ou moins complexes, on est censé les mettre en évidence d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que par le branchage, en fait. Enfin, en tout cas, le côté cascade. Mais c'est pas simple parce que c'est un truc qui est assez récent en fait. Finalement, les OKR, on en parle depuis quelques années maintenant, mais l'application est quand même liée à bah, la culture d'entreprise. En fait, si ta culture d'entreprise est habituée à définir des objectifs stratégiques de base, déjà c'est un peu plus simple. Mais en fait, tu as plein de boîtes où finalement ils ont plutôt une mission. Typiquement, dans le retail, on fait de la vente de produits. En fait, Mhm. ok, c'est cool, c'est une mission. Mais par contre, ta stratégie, elle est liée à l'époque, elle est liée aux opportunités, à un marché qui bouge. Et du coup, c'est pas évident. Et je pense que nous, on a un intérêt en tant qu'agiliste à les accompagner, ces boîtes-là, pour se dire, OK, le monde bouge. Nous, on est quand même très, très liés à ce côté incertitude, parce que, bah oui, développement itératif, parce qu'on s'adapte, etc., etc. Et tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Et oui, en tout cas, c'est une piste qui est intéressante et qui peut être liée à la transversalité agile, on va dire. Ouais, je suis en phase. Ok, eh ben, on a déjà passé une bonne quarantaine de minutes ensemble. Quelle conclusion tu pourras amener? On va reprendre la thématique, hein, c'est l'agilité et la transversalité en entreprise. Ça se pratique à l'arrache. En 3 points, est-ce que tu as trois conseils pour conclure sur cet épisode de podcast? Alors, bah, je vais revenir sur, soyez clair sur votre pourquoi, sur le sens de ce que vous voulez faire. Et là, ensuite, vous comprendrez mieux comment vous pouvez vous y prendre. Mhm. Un truc qu'on n'a pas forcément abordé, c'est qu'il faut aussi faire le deuil parfois d'embarquer tout le monde dans la même démarche. Oui. C'est des choses aussi qu'on va entendre sur des outils comme la sociodynamique. Mhm. On parle du fameux triangle d'or avec lequel avancer sur un sujet. Ouais. Faut prendre conscience que il y a une certaine part de gens convaincus et de gens antagonistes à un projet qui vont servir à le performer et Mhm. que ce sera pas toujours les mêmes gens en fait. Et Mhm. c'est là où en fait ça va être mouvant, on va pas toujours embarquer les mêmes personnes dans la même démarche et dans le même besoin, dans la même direction. Tu veux dire que là, on parle des réfractaires, ceux qui ont vraiment pas envie d'y aller, qu'on a essayé de convaincre plein de fois, et finalement, on sait que c'est une peine perdue parce qu'il y a une résistance au changement qui est trop forte. Par exemple, c'est souvent on va toucher ce qui est du domaine de l'émotion. On va avoir des Hmm. grosses inquiétudes chez des gens qui ont tendance à se personnifier de par leur travail, de par leur mission. Ok. Et si leur mission demain disparaissent, ils vont avoir la sensation de disparaître. Donc il faut réussir Oui. à les faire pivoter sur le fait que non, c'est le travail qu'ils font aujourd'hui qui disparaît. Par contre, ils ont l'opportunité peut-être d'en trouver un autre, d'en fabriquer un autre. Hmm. Mais on a tout de même dans cette démarche-là des personnes qui vont se dire, moi je l'ai vécu avec les transfos d'équipe que j'ai pu faire, qui ont dit, ok, bah ta vision, je comprends parfaitement où tu veux en venir et pourquoi ça a du sens, mais je m'y retrouve pas du tout. Et du Ok. coup, aide-moi plutôt à me projeter ailleurs. Et donc Ah oui, d'accord, c'est sur ça. le périmètre, j'arrive plus à me projeter parce que il va Parce falloir que je change en fait un parce certain que nombre notre métier va d'activités. changer. C'est ça. D'accord. Et donc, bah, tu fais la transfo avec les gens que tu arrives à embarquer, et ces gens-là qui t'ont mis au clair ça et qui t'ont fait cette demande, bah, en fait, tu les accompagnes pour effectivement
peut-être qu'ils aillent contribuer là où ils auront toujours de la valeur. D'accord. Ça, c'est encore possible. Ça veut pas dire que, en gros, les réfractaires, on les met de côté et puis tant pis, ils partiront d'eux-mêmes. Bah, ouais, Il y a- c'est pas genre la technique du placard où après un Ouais, on a le droit de licenciement. rester humain, quoi. Ouais. Non, mais c'est important et en tout cas, c'est super intéressant parce que, enfin, moi, je le constate aussi, je pense que toi aussi, hein, il y a aussi des écarts de génération qu'on est en train de bien voir entre la génération Y, la génération Z et les nouvelles générations qui vont arriver qui n'ont pas du tout les mêmes manières de fonctionner. Et ça, en fait, ça a un impact qui est assez fou, quoi. En tout cas, sur la résistance au changement, tu peux le voir, on a toujours fait comme ça. J'ai peur de perdre mon boulot. J'ai pas envie de faire autre chose aussi. Tu vois, t'as ce truc-là. Mais Oui. ce qui se comprend aussi très bien, hein, quand t'as fait pendant 35 ans la même chose, est-ce que t'as envie de changer parce que, bah, soit t'es pas loin de la retraite, tout simplement, c'est con, soit parce que tu penses que tu es excellent dans ton taf et t'as pas envie aussi de reprendre en fait des nouvelles activités et C'est ça. culturellement, 35 ans de boîte, je pense que c'est dur à faire évoluer. Oui, clairement, C'est clairement. c'est comme le papy là, qui a 70 ans et tu vas lui dire non, faut arrêter de manger de la viande pour la planète. Ouais. Bah, il va pas comprendre parce que lui, il a toujours mangé de la viande et c'est normal. Donc, tu peux essayer, mais c'est pas dit que ça marche. Ça. Et puis ça vient gratter des paradoxes, parce qu'on lui a dit pendant 35 ans que c'était bon pour la santé et qu'il fallait qu'il en mange. Donc effectivement, Exact. ça remet en question même parfois tes propres valeurs sur la C'est transfo, vrai. ça vient de percuter là-dedans. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sécurité psychologique des équipes. Faut pas oublier que on travaille pas avec des machines, on travaille avec des Oui. gens qui vont réagir et de façon personnelle et totalement différente Yes. à une même situation. Et ça, on va le retrouver aussi au sens même de cette fameuse culture d'entreprise dont tu parlais tout à l'heure. Effectivement, il y a une culture d'entreprise qui existe et en fait qui est née des acteurs elles-mêmes, hein. On l'impose pas, la culture d'entreprise, très rarement, on peut vaguement l'influencer, mais parce que il existe aussi des dialectes, des us et coutumes locaux. Oui. Et ça, faut Faut pas le prendre en l'oublier compte, c'est quand on ça, fait une exactement. transfo. On va pas standardiser tout ça d'un coup par un coup de baguette magique, en fait. Je suis d'accord. Exactement. Ok. Est-ce que t'as un troisième point? Vas-y. Effectivement, en préparant effectivement ce podcast, je me suis rendu compte que j'avais parfois moi-même un angle mort dans ce que je raconte, qui est que chez nous, par exemple, ça fonctionne bien parce qu'on a justement ces structures transverses, on a des mécanismes transverses qui viennent nourrir ça. Alors on a Hmm. appelé ça communauté tout à l'heure. Chez nous, ça a été des communautés, puis des cercles. Hein, c'est une façon d'avoir une structure perpendiculaire à la structure verticale de l'entreprise, par exemple. Maintenant, on parle de filières, de collectifs métiers, mais en fait, quelque part, c'est toujours plus ou moins la même chose. On va regrouper des gens qui ont plus ou moins les mêmes problématiques, les faire travailler entre eux pour faciliter la diffusion des pratiques dans l'ensemble de l'entreprise, que ce soit pratique, méthode ou culture. D'ailleurs, ça va venir nourrir ça. Et c'est aussi comme ça qu'on alimente cette culture d'entreprise. Ouais, et ça, je suis en face parce que souvent, tu as le côté, oui, mais en fait, on va échanger autour de techniques ou de compétences. Mais la réalité, c'est quand tu fais discuter des collaborateurs qui sont dans différentes équipes, tu vas pas chercher en fait l'évolution des compétences et l'amélioration des pratiques ou en tout cas une forme d'harmonisation. Tu vas aussi chercher à régler des problèmes opérationnels. Et Ouais, ça c'est ultra important. Et et du coup, on ça, est transverse. Voilà, on règle un voilà. certain nombre de choses. Ok, eh ben très bien, je te remercie Stéphane, c'était top. Et merci à toi Euh, pour l'échange, comme toujours. on se dit à très vite À très et vite. on remercie aussi tout le monde d'écouter ce podcast. À très bientôt. Merci Stéphane. Salut. Merci, salut. Merci d'avoir écouté À l'arrache ou quoi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la culture agile en entreprise. Ciao ciao.